Bonjour, bienvenue dans notre podcast qui va à la découverte du groupe Interial, de ses projets et de ses talents. Je suis Mélanie Mantel, directrice du capital humain et de la RSE du groupe. Dans ce podcast, je vous propose des moments d'échange pour aller à la rencontre des hommes et des femmes qui, par leur métier, par leur talent au sein de notre mutuelle, se mettent au service de la transformation de la fonction publique, au service de ses agents et du monde de la jeunesse, et agissent concrètement comme partenaires de vie de nos adhérents. Ensemble, nous allons découvrir 1001 talents qui, chaque jour, contribuent à faire bouger le monde de la santé. Pour ce deuxième épisode de notre podcast Partenaires de voix, nous avons souhaité parler d'un handicap qui touche environ 120 000 personnes en France, la sclérose en plaques. Cette maladie neurologique évolutive est diagnostiquée le plus souvent entre 25 et 35 ans. Et les 3/4 des personnes qui sont touchées sont des femmes. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, j'accueille une femme, Chloé Parent, responsable de formation chez Interial depuis 1 an et demi. Elle a été diagnostiquée de cette maladie depuis début 2023. Bonjour Chloé. Bonjour Mélanie. Je te remercie de nous accorder ce temps pour nous parler de ce sujet important et nous partager ton témoignage à l'occasion de la Journée internationale de la sclérose en plaques. C'est très précieux. Alors pour commencer, est-ce que tu peux me résumer en quelques mots ton parcours de vie, qui tu es, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet? Bien sûr, donc j'ai 42 ans, je suis mariée et j'ai 3 enfants et je travaille dans les ressources humaines, dans la formation depuis une quinzaine d'années et chez Interial depuis 1 an et demi. Alors la sclérose en plaques, en quelques mots, c'est quoi selon toi? Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique qui vient toucher les neurones. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'en fait, le corps se retourne contre lui-même quelque part. Dans le cas de la sclérose en plaques, c'est le système immunitaire qui, normalement, est là pour défendre le corps et attaquer, détruire les microbes qui peuvent venir. Et bien là, le système immunitaire se trompe et en fait vient attaquer les neurones qui sont présents, soit dans le cerveau, dans la moelle épinière, tout le système nerveux central. Et en fait, cette attaque, les globules blancs en fait viennent attaquer la gaine de myéline qui entoure les axones. Donc, en gros, ce qu'il faut imaginer, c'est un neurone, il a voilà un axone, une espèce de câble qui est entouré, protégé un peu comme une gaine électrique sur des fils électriques. Et ces attaques en fait de globules blancs, elles vont causer du coup des lésions qu'on appelle des plaques. C'est pour ça que la maladie s'appelle comme ça. Ce sont des plaques qu'on va voir à l'IRM. Le problème, c'est que du coup, ces inflammations, ces attaques en fait du système immunitaire, elles vont forcément entraîner des séquelles en fait au niveau du système nerveux. Alors, ça peut être très variable. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui va vraiment toucher les gens de manière très différente en fonction de l'endroit où l'inflammation a lieu, qui peut être dans le cervelet, sur la moelle épinière, sur le nerf optique. On peut avoir des troubles moteurs, des troubles sensitifs, c'est-à-dire des fourmillements par exemple, des troubles de la vue, des troubles, on appelle cognitifs, c'est-à-dire des problèmes pour se concentrer et cetera. Donc c'est très varié et c'est une maladie au moment où on a donc ce qu'on appelle une poussée de sclérose en plaques, quand on a une inflammation qui apparaît. C'est une maladie qui va laisser des séquelles ou pas. Il y a 2 formes de sclérose en plaques. Il y a la forme récurrente rémitante qui est celle que j'ai, qui est la plus courante. Donc ça va être récurrent, on peut avoir des poussées régulières. L'avantage, c'est qu'elle est rémitante, donc on peut s'en remettre. La maladie va laisser plus ou moins de séquelles. Alors il faut attendre 1 an pour savoir si on va garder des séquelles suite à une poussée. Donc c'est très long, il faut être patient parce que la récupération peut être très longue. Mais la deuxième forme de sclérose en plaques, qui est la forme primaire progressive, elle est plus compliquée puisqu'il n'y a pas de poussée, c'est une dégénérescence en fait continue jusqu'au long de la vie. Merci Chloé. Quels ont été du coup pour toi les symptômes qui ont fait qu'à un moment donné tu t'es posé des questions, ça t'a amené à consulter? Qu'est-ce que tu as vécu jusqu'au diagnostic posé et ferme de la sclérose en plaques? Alors en fait, moi, ça a commencé au moment de Noël 2022 où je me suis réveillée un matin, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu double. C'est-à-dire que voilà, j'ai vu 4 yeux, 2 nez, 2 bouches. J'étais très surprise en fait de me voir du coup en 2. J'ai regardé autour de moi, c'était pareil, je voyais 2 télés, 2 canapés, enfin c'était très perturbant. Ça a duré une demi-heure et puis c'est passé. Donc j'ai honnêtement pensé que c'était la fatigue et puis la journée est passée tranquillement. Et en fait, le lendemain matin, ça a recommencé. Cette fois, ça a duré plus longtemps. J'avais également des vertiges.
des maux de tête et ça a été comme ça, en fait, pendant 15 jours où, en fait, à chaque réveil, ça recommençait. La première fois, donc ça avait duré 30 minutes et à la fin, ça a duré 7 heures d'affilée. Donc j'ai évidemment fait quelques allers-retours chez, mon médecin généraliste qui m'a emmenée, chez des spécialistes, j'ai été voir, un ophtalmo en urgence, j'ai été voir un kiné, vestibulaire parce que ça pouvait être aussi un problème du coup d'oreille interne. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu quand même un peu d'errance médicale, si on peut dire, même si ça n'a duré qu'une quinzaine de jours. Et puis au bout de 15 jours, je ça devenait tellement douloureux et handicapant parce qu'en fait, il faut s'imaginer que concrètement, je ne tenais pas debout. J'avais tellement de vertige et toujours cette diplopie que, en fait, je me tenais au meuble pour avancer dans la maison, donc ça devenait ingérable et j'avais beaucoup de douleurs au niveau de la tête. Donc j'ai décidé d'aller aux urgences. Je suis arrivée à midi et j'ai eu pas mal de prises de sang. J'ai fait un IRM cérébral. J'ai eu, voilà, quelques échanges avec les médecins et j'ai appris, en fait, le soir à 22:00, donc 10 heures plus tard, que on soupçonnait une maladie neurologique et qu'il fallait m'hospitaliser au service, neurologique pour pouvoir faire des examens complémentaires et en savoir plus. Alors, je tiens à remercier, je trouve que c'est important aujourd'hui de le souligner parce qu'on voit l'effort au niveau de la formation, on va dire, psychologique, des professionnels de santé. J'ai vraiment eu l'annonce idéale. C'est-à-dire que l'urgentiste, qui s'est occupé de moi, m'a dit, «J'ai une bonne nouvelle, ce n'est pas une tumeur au cerveau et ce n'est pas non plus un AVC. En revanche, on soupçonne une maladie neurologique et on va vous garder pour, trouver, l'origine de celle-ci et pouvoir vous donner du coup le traitement approprié». Et donc j'avoue que moi, en entendant ces mots, je me suis dit: «Bah, OK, bah, super, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, maladie neurologique, apparemment, c'est moins grave, que ce qui avait pu être suspecté». Donc j'ai été hospitalisée, le soir. Alors j'avoue que c'est la seule fois en fait où j'ai craqué. En fait, c'est bête, mais je suis arrivée au service, neuro et c'était extrêmement, triste. On était tous en chambre double. J'ai croisé le regard de certains patients, qui sont comme moi, des gens, voilà, touchés par une inflammation, neurologique, c'est rarement gai et je me suis retrouvée dans une chambre double avec, une dame qui s'était déjà installée, qui dormait profondément, et en fait, j'ai eu un peu une espèce de flash où je me suis dit: «Mais dans quoi je m'embarque?» parce que en fait, à ce moment-là, je ne sais pas si je vais récupérer ma vue, si je vais récupérer mon équilibre, finalement, j'ai une espèce de prise de conscience de me dire: «Mais on va où là? Ça va être ça ma vie maintenant?» C'est d'être hospitalisée et de partager le quotidien de toutes ces personnes qui sont probablement très sympathiques, mais qui tout d'un coup là me font peur avec leurs regards vides, leurs cris, leurs gémissements. Et j'ai demandé l'autorisation pour, descendre, fumer une cigarette et je suis tombée sur un ambulancier adorable qui a passé 20 minutes à m'écouter, me plaindre, en tout cas raconter ma vie. Le vigile, qui m'a proposé de recharger mon téléphone et pour que je puisse appeler mon mari et lui expliquer, bah, voilà, où j'étais hospitalisée, dans quelle chambre et cetera. Je suis remontée finalement un peu rassurée et j'ai eu le diagnostic, officiel, on va dire 2-3 jours plus tard. J'ai eu une série d'examens complémentaires. J'ai eu une ponction lombaire, une IRM, médulaire, toute une batterie de prises de sang, pour, vérifier, et éliminer des maladies plus rares et potentiellement plus graves. Et donc je l'ai appris, en fait, j'avoue, j'ai un peu googlisé, c'est un peu le problème, d'aujourd'hui, hein. J'ai googlisé les différents, examens que je faisais et j'ai ajouté le mot maladie neurologique et c'est vrai que c'est la sclérose en plaques apparaissait. Donc en fait, au bout de quelques jours, c'est moi qui ai interrogé le médecin et qui lui ai dit: «Est-ce que vous pensez que c'est une sclérose en plaques?» et il me l'a confirmé, qu'effectivement, c'était ça. Donc tu étais toujours hospitalisée pendant Ouais. toute cette période d'examen? Tu es restée, à l'hôpital? Oui, je suis restée à l'hôpital et du coup, sous perfusion puisque en cas d'inflammation neurologique, même s'ils n'avaient pas encore la certitude que c'était une sclérose en plaques, il fallait dans tous les cas réduire l'inflammation. Donc, j'ai eu ce qu'on appelle des bolus de corticoïdes. Donc, voilà, ce sont des Mmh. poches remplies d'inflammatoires très puissants pour, réduire, l'inflammation. Donc je me baladais avec, Ta voilà, perf. ma petite perf. J'étais toujours hospitalisée, ouais, quand j'ai appris. D'accord. Tu nous disais tout à l'heure que tu as, une famille Mmh. et un tas d'autres proches. Comment tes proches ont réagi à l'annonce de la sclérose en plaques? Je pense leur avoir, annoncé, tel qu'on me l'avait annoncé.
C'est-à-dire que finalement, moi, j'étais restée sur cette urgentiste qui m'avait dit: «C'est une bonne nouvelle». Entre guillemets, ce n'est qu'une maladie neurologique et quand j'avais eu confirmation que c'était une sclérose en plaques, le médecin m'avait dit également: «Vous savez, depuis 30 ans, on a fait énormément de progrès sur, le traitement de la sclérose en plaques. Donc dites-vous que vraiment aujourd'hui, on a des traitements qui fonctionnent bien, ça va aller». Du coup, j'ai retransmis vraiment, le même message, à mes proches avec autant de j'ai envie de dire de oui, de positif et d'une manière très factuelle et puis je me suis dit: «Voilà, on verra bien». De toute façon, à ce moment-là, je c'est vrai que je suis encore hospitalisée et cetera. Je pense que je vois pas forcément ce qui se passe, dans le quotidien de mon mari qui, du coup, gère tout seul les 3 enfants. Personne n'a le droit de venir me voir puisque c'est vrai que dans les services de neurologie, inflammatoire, voilà, c'est, sauf exception, mais en tout cas, les adultes ont le droit de venir, mais pas les enfants. Je pense qu'ils l'ont plutôt bien pris. À la limite, ceux qui ont eu le plus de difficultés à l'entendre, c'était mes parents. Mais mon mari et mes enfants, voilà, ça a été je leur ai dit de façon très tranquille. D'accord. Aujourd'hui, comme tu le disais, il y a pas de traitement qui guérit de la sclérose en plaques, mais il y a des traitements qui permettent de mieux vivre, avec cette maladie. Est-ce que toi, tu as mis en place des choses particulières? Est-ce que tu as mis en place des traitements particuliers? Comment tu t'es organisée, en fait, pour mieux vivre avec, cette nouvelle donne? Alors en fait, c'est vrai que c'est une maladie qu'on ne peut pas encore prévenir. Ni guérir. C'est-à-dire qu'au niveau de l'origine de la sclérose en plaques, il y a encore beaucoup de questionnements, d'incertitudes. C'est apparemment une maladie qui a, ce qu'on appelle des causes multifactorielles. Il y aurait une prédisposition génétique, également la question de l'environnement. On s'aperçoit qu'au niveau des statistiques, c'est plutôt les gens qui habitent, au-dessus de l'hémisphère nord qui sont le plus touchés et donc ce serait lié au climat, donc en fait une carence de vitamine D chez certaines personnes. Ça s'explique également par probablement, en tout cas le déclenchement, c'est un choc émotionnel, peut provoquer la sclérose en plaques puisqu'en fait un choc émotionnel peut avoir vraiment des conséquences, physiques importantes et notamment un dérèglement du système immunitaire et il se trouve que justement la sclérose en plaques, c'est un système immunitaire qui se trompe un peu de cible et qui vient, attaquer, les neurones, au lieu d'attaquer les microbes et effectivement ne la guérit pas. C'est-à-dire qu'en fait la recherche médicale continue, sur, la possibilité de trouver un traitement, en fait, qui pourrait régénérer la myéline. Parce qu'en fait, c'est un peu le sujet. Enfin, voilà, dans l'absolu, si on change de câble, si on répare le câble, bah, le courant, électrique pourra de nouveau passer. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc la seule solution, en fait, qu'ont trouvé les médecins et qui existe aujourd'hui, c'est en fait, quelque part, de désactiver le système immunitaire. Il y a 2 types de traitements possibles pour une sclérose en plaques. Il y a les immunomodulateurs, où on va un peu, réduire le nombre, de globules blancs et carrément les immunosuppresseurs, ce qui est mon cas quand on a une forme, sévère. Ça veut dire que tu n'as plus d'immunité? Exactement. Plus de système immunitaire, bah, du coup, plus d'attaque, des neurones. Donc c'est effectivement, le traitement que j'ai aujourd'hui qui est un traitement, que je m'injecte moi-même. C'est un stylo injectable, que je dois faire en intramusculaire une fois par mois, le 15 de chaque mois. C'est extrêmement réglementé, suivi, par le neurologue puisque ce sont des traitements, assez lourds. Donc effectivement, je n'ai plus de système, immunitaire, mais toujours, la joie de vivre, on va dire. Et à côté de ce traitement, est-ce que tu as dû mettre des choses en place dans ton quotidien pour améliorer, ton confort de vie ou ta qualité de vie, Ouais, ouais, ouais. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait de fractionner, parce qu'en fait, c'est une maladie qui entraîne, donc des séquelles très différentes selon les gens. Donc en fait, on va tous réagir et devoir mettre en place des stratégies d'adaptation différentes. En ce qui me concerne, c'est vrai que les séquelles que j'ai moi aujourd'hui, c'est une fatigabilité importante. Quand je parle de fatigue, c'est vraiment d'épuisement, hein, parce qu'en plus à 42 ans, j'ai connu ce qu'était, la fatigue, classique, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est extrêmement différent. C'est vraiment à 15 heures, je peux avoir cette impression qu'il est 4 heures du matin et que vraiment là, il faut que j'aille me coucher, on est en pleine nuit. Donc c'est une fatigue importante. J'ai un périmètre de marche qui est très réduit, qui ne fait que 2 kilomètres. Ça fait 1 an que je le mesure avec, du coup, ma montre connectée. Effectivement, je m'aperçois qu'au bout de 2 kilomètres, bah, clairement, je ne peux plus avancer, en tout cas sans appui, sans canne ou autre chose et j'ai des maux de tête importants et des vertiges. Donc pour pouvoir gérer tout ça, on m'a conseillé de fractionner, c'est-à-dire concrètement de faire les choses en plusieurs fois. Donc ce que j'ai toujours entendu, de la bouche de ma mère, «Ne remets pas, à demain ce que tu peux faire aujourd'hui». Ah bah si, bah ça je suis vraiment obligée, j'ai pas le choix. Donc ça peut être de façon très concrète,
Quand je range ma maison, je peux pas faire les 2, le rez-de-chaussée et l'étage en même temps. C'est-à-dire que je suis obligée, de faire l'un des 2. Si, je me lave les cheveux, clairement, il me faut du temps après pour m'en remettre parce que le fait d'avoir utilisé le sèche-cheveux, ça me fatigue donc je suis obligée de faire un temps de pause, de récup, en fait. C'est vraiment ça, c'est de la récupération, derrière. Comme si je venais de faire une séance de fractionné alors que pas du tout, j'ai juste séché mes cheveux. Donc c'est vrai qu'il y a ce fractionnement qui est vraiment important. Ensuite, le fait qui m'a aidé aussi, c'est d'améliorer un peu mon hygiène de vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'entendais depuis des années, de faire attention à ça. Mais là, maintenant, on va dire, j'ai plus le choix, en fait. J'ai plus le système immunitaire. Je dois vraiment veiller à ce que je mange, à ce que je bois. Donc, j'essaye vraiment de faire tout ce qu'on a toujours entendu, de bien dormir, de manger plus de légumes. Donc, j'essaie de jouer le jeu, histoire de, même si je suis pas parfaite et que je continue, par exemple, à fumer des cigarettes ou évidemment à profiter, d'une soirée avec des amis, hein, ça m'empêche pas de continuer à vivre ma vie, mais disons que globalement, j'essaie d'être un peu plus sérieuse sur ma manière de vivre et ensuite, ce que j'ai mis en place, je suis quand même obligée d'être un peu moins spontanée, d'être un peu plus dans l'anticipation. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai voulu emmener mes enfants, à Disneyland. On y a été tous les 5 avec mon mari. Concrètement, je suis obligée d'anticiper. C'est-à-dire qu'en moyenne, on fait 10 kilomètres par jour, à Disneyland. Je suis pas capable de les faire. Donc j'ai été me renseigner sur le site. Il y avait possibilité de louer un fauteuil roulant, de commander une carte, pour pouvoir passer en priorité sur les attractions et cetera. Donc en fait, je suis obligée de toujours un peu m'interroger, c'est-à-dire: «OK, on est sur quelle superficie? Quelle est la distance?» et cetera. Calculer, parce que vraiment mes 2 kilomètres, c'est factuel. En fait, j'ai toujours une canne pliante dans mon sac parce que je peux être amenée, à faire plus de 2 kilomètres et à du coup avoir besoin de ma canne en appui. Et puis si vraiment c'est une grosse journée, bah là, dans ce cas-là, je dois, louer un fauteuil roulant. J'ai pas encore été jusqu'à la démarche de m'en commander un pour moi, hein, ça viendra probablement. De toute façon, j'aurai pas le choix. Il y a encore des étapes, hein. Je suis en Ça ne fait qu'une année et demie, mais voilà, je pense que j'y viendrai. En fait, j'essaye de ne rien m'interdire, mais juste d'anticiper. Si je veux aller dans tel musée, si je veux aller à tel endroit, OK, quels sont les accès? Est-ce que je peux y aller? Qui peut me déposer? Enfin voilà, j'essaie d'être en mode, anticipation. Je crois savoir que tu es une professionnelle de l'organisation, donc ça doit pas être Effectivement. complètement un problème. Et du coup, d'un point de vue professionnel, quelles conséquences ça a eu? Est-ce que ça t'a obligé à ajuster ta façon de travailler, en équipe et même à produire, ce qui est attendu de toi chez Interial? Et ce qui était particulier, c'est que quand j'ai eu ce diagnostic de sclérose en plaques, je venais d'intégrer Impérial 2 mois auparavant, donc j'étais encore en période d'essai et j'avoue que j'étais vraiment paniquée à l'idée de me dire: «Mon Dieu, je vais annoncer, alors que je suis en période d'essai à mon employeur, que j'ai une maladie dont je qui est un peu grave». De toute façon, là, pour l'instant, je suis hospitalisée, je suis sous perfusion, donc là, clairement, je vais pas revenir travailler demain. Et j'étais vraiment très stressée à l'idée de l'annoncer et j'ai été agréablement surprise. Enfin, c'est vrai que j'ai un souvenir, d'un vrai soulagement au moment où je l'ai annoncé, où on m'a dit: «Mais attends, mais ne t'inquiète pas, là, maintenant, tu te concentres sur toi pour, guérir, te remettre sur pied, tu reviendras quand tu seras bien». Donc j'ai vraiment senti une vraie bienveillance et je me souviens d'ailleurs qu'on m'avait dit: «Non mais Chloé, on est une mutuelle, si Intérial, n'accompagne pas, les gens comme toi, dans les meilleures conditions, qui le fera? C'est l'essence même de notre activité». Et du coup, je suis ensuite, revenue, sur mon poste de travail à temps complet. En tout cas, j'ai voulu l'essayer et puis, bah, ça fonctionne bien. Mais effectivement, j'ai dû mettre des aménagements. Par exemple, j'ai un jour de télétravail supplémentaire puisque forcément, le fait de venir, de faire des déplacements, ça va me fatiguer, davantage et du coup risquer de raccourcir ma journée ou de me provoquer, bah, voilà, des douleurs ou, le besoin d'aller me reposer et cetera. Puis comme je suis censée fractionner, c'est vrai que c'est plus facile quand on est à domicile que quand on est, au travail avec ses collègues. Et par ailleurs, j'ai été contente d'échanger en fait avec notre, référent handicap qui est Corinne, parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. La question du coup de faire une demande de RQTH, reconnaissance qualité travailleur handicapé, s'est posée et j'ai senti que je pouvais en échanger simplement avec Corinne et elle a pu m'expliquer un petit peu comment, circuler dans, ces méandres administratifs, parce que là, clairement, on est vraiment sur, le formulaire B42, d'Astérix et des 12 travaux d'Astérix. Enfin, c'est très compliqué entre la MDPH, Cap Emploi, à qui il faut demander quoi, dans quel délai. Les délais sont très longs, qu'il faut enfin, il y a énormément d'intervenants, les ergonomes, le médecin, du travail, le médecin traitant, mon neurologue, mon spécialiste. Enfin, voilà, c'est quand même pas évident et puis, j'ai découvert aussi que justement avec cette RQTH, je pouvais avoir des aménagements, matériels à mon poste de travail. J'ai d'ailleurs rencontré, le fournisseur qui m'a mis à disposition, du matériel,
pour voilà, essayer de limiter la fatigue, et me permettre de travailler dans les meilleures conditions. Donc oui, je me suis sentie, on va dire, entendue et rassurée dès le départ et encore aujourd'hui accompagnée. Je comprends que tu as, aménagé, la façon d'organiser certains, moments familiaux. L'aménagement de ton poste de travail et ton temps de travail, sont aussi, en cours. Qu'est-ce que tout ça et qu'est-ce que la maladie t'ont appris? Alors, je crois que je sais vraiment aujourd'hui profiter de chaque instant. C'est-à-dire que très jeune, j'avais, vécu, comme beaucoup de monde, hein, un drame familial qui avait fait que j'avais déjà intégré que la vie pouvait basculer à tout moment. Mais là clairement, voilà, je le vis vraiment, au quotidien et du coup, en conséquence, je veille vraiment à profiter de chaque instant, à faire ce qu'on appelle un peu des arrêts sur image. C'est-à-dire profiter, voilà, de si je passe un bon moment avec quelqu'un, j'en profite réellement, je déguste, je savoure vraiment, tous ces bons moments. Puisqu'en plus avec un périmètre de marche de 2 kilomètres, ce qui est intéressant, c'est que je fais en sorte vraiment que ces 2 kilomètres, ils soient chouettes, que j'aille vraiment dans des endroits chouettes, avec des gens chouettes, que je passe des bons moments. J'ai pas de, si j'ose dire, de temps ou d'énergie à perdre parce que, bah, de fait, moi, c'est beaucoup plus raccourci que la plupart des gens. Surtout qu'en plus, c'est pas une maladie qui est mortelle, mais c'est quand même une maladie qui réduit l'espérance de vie. En moyenne, les gens qui ont la sclérose en plaques, vivent 7 à 8 ans de moins que la moyenne générale. Du coup, j'ai vraiment en moi ce côté de, bah, ouais, de profiter de chaque instant. Et je trouve aussi que, ça a généré, de belles valeurs autour de moi et notamment, au niveau de mes enfants. En fait, de façon très concrète, j'ai été à la plage l'été dernier pendant les vacances et j'avais pas anticipé le fait que, bah, une canne, ça se plante pas dans le sable, quoi, hein. Ça t'aide pas vraiment quand tu veux marcher dans le sable et sauf que, bah, à un moment donné, il faut bien rentrer à la maison et donc et en fait, j'ai vu mes enfants spontanément, j'ai 2 garçons de 16 et 13 ans et une petite fille de 8 ans et d'ailleurs même elle est extrêmement à l'écoute et je me suis aperçue qu'en fait spontanément ça générait chez eux une envie d'aider, une solidarité. Donc voilà, moi en gros je suis revenue à la plage, au bras de mon fils quoi. Moi au bras de mon fils de 16 ans, qui m'a proposé, voilà, de me raccompagner. Je trouvais ça vraiment adorable et je pense que finalement ce parcours de vie, ça peut les aider également eux, en fait, pour la suite de leur vie. C'est-à-dire que j'espère en tout cas que, la manière dont je gère la maladie du mieux que je peux, hein, mais en tout cas le fait de la dédramatiser, puisque ça m'arrive régulièrement de dire: «Ah bah non, je peux pas débarrasser de la vaisselle, je vous rappelle que j'ai une sclérose en plaques» et donc ça les fait rire parce que du coup forcément, clairement je pourrais quand même le faire. Mais en fait, c'est une manière de dédramatiser et de leur montrer que, ben, on peut quand même être très heureux avec une sclérose en plaques, on peut en rire, c'est pas la fin du monde et potentiellement si un jour il se trouve que et ça peut arriver, ils aient dans leurs années futures, des moments durs, des coups durs, bah, je me dis: «Bah, peut-être qu'ils se souviendront de ces moments et où finalement, bah, oui, la vie des fois elle le sol s'effondre un peu mais ça finit toujours par se remettre et puis c'est tout. On s'adapte et puis ça ira bien». Et alors la maladie, le handicap, c'est souvent un tabou dans l'univers, professionnel d'ailleurs plus probablement que dans l'univers, personnel. Comment tu le vis toi? Tu parles d'ailleurs on est aujourd'hui à cette table pour en Mmh. parler, à nos millions d'auditeurs, et comment on peut faire pour aider à ce que ça soit pas un tabou? Justement parce que derrière, si on en parle et ben, on peut trouver des solutions. Oui, c'est vrai. Alors c'est ce qui est particulier, c'est qu'en plus, le handicap, c'est vrai que alors moi, il y a un chiffre qui m'a toujours frappé, c'est le chiffre de 80. C'est-à-dire que 80 des handicaps sont invisibles et 80 des personnes handicapées le deviennent au cours de leur vie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut avoir, l'image, soit de la personne en fauteuil roulant, soit du handicap de naissance, mais en réalité, c'est vraiment une minorité. En ce qui me concerne, j'avais déjà, touché du doigt, vécu le handicap puisque ma sœur était devenue paraplégique à l'âge de 25 ans et finalement, je crois que elle m'a appris aussi, à bien le vivre puisqu'en fait, moi j'ai des souvenirs extrêmement drôles où avec mes 2 sœurs, on allait dans des restos, du Vieux-Lille qui étaient pas accessibles aux fauteuils roulants clairement, hein. Mais, bah, elle sa solution ça avait été de dire: «Bon alors, Chloé, tu rentres dans le resto, tu me trouves le plus beau, tu lui demandes de venir, me porter et puis, bah, toi avec Hello, vous portez le fauteuil, vous le ramenez, à l'intérieur et donc j'ai fait ça, mais des dizaines de fois et où à chaque fois on en riait, on se disait: «Bon, bah, débrief, alors j'ai bien choisi ou pas? Il était beau ou pas?» Donc on a en fait, je pense que
J'ai vraiment, appris, très jeune, hein, j'avais 15 ans quand elle est devenue, paraplégique, que finalement on peut quand même en rire et dédramatiser le handicap et ça peut même nous faire vivre des moments, très drôles, très tendres, avec ses proches. Du coup, je pense que le fait d'en parler, c'est important. Moi, j'essaye d'en parler à la fois avec des gens qui sont touchés par cette maladie. Je suis membre d'une communauté, sur les réseaux sociaux qui s'appelle, Team CEP Warriors et en fait, c'est intéressant. Moi, j'ai besoin d'échanger sur des sujets très concrets, très précis, pragmatiques avec, des gens qui sont touchés également par cette maladie puisque mes proches n'ont pas forcément la réponse. Mon neurologue, vous vous doutez que j'ai pas son numéro de portable et que je peux pas l'appeler dès que j'ai une question. Donc ça me fait du bien et le fait d'en parler également avec des professionnels, que ce soit des gens qui sont référents sur le sujet, référents handicap, qui vont pouvoir du coup, m'aiguiller, dans ce nouveau monde un peu, hein et avec mes proches. Moi je crois beaucoup, voilà, au pouvoir des mots, de la libération de la parole. Le fait d'en parler vraiment simplement. Moi je suis un peu obligée parce que c'est vrai que c'est drôle parce qu'on parle de handicap invisible. En vrai, alors oui, là à l'instant si on fait une photo de moi, ça se voit pas forcément. Par contre, si j'arrive dans un lieu, où j'ai utilisé que 200 mètres de mon périmètre de marche, vous allez me voir arriver d'un pas vif. Par contre, si on est en fin de journée et que je suis à 2,5 kilomètres, vous allez me voir, marcher, tout doucement, avec une canne et souvent les gens sont étonnés. Ils disent: «Mais ce matin je t'ai vu, ça allait très, très bien, tu marchais normalement». Et là, tu as une canne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que j'ai eu d'ailleurs beaucoup de questions au moment de la convention où on s'est tous retrouvés et en fait, je me vois pas mentir. Je préfère dire les choses. Je vais pas dire: «Je me suis tordue la cheville en dansant», c'est pas vrai. Enfin, je préfère dire la vérité. Bah oui, bah, en fait, j'ai une maladie et du coup, bah, en gros, jusqu'à 2 kilomètres, tout va bien et ensuite, voilà, il faut trouver, ensuite, bah, je prends une canne et j'ai volontairement d'ailleurs, pareil, essayé de rendre un peu les choses belles parce que, bah, il y a des cannes, un peu tristounes, marron, qui existent et en vrai, moi, je me suis dit: «Bah, non, bah, en fait, je vais acheter des cannes de, Liberty, Fleury, un peu une canne par saison» parce que, bah, tant qu'à faire, j'essaye de autant que ce soit un peu comme un sac à main, un accessoire de mode et faire en sorte que, bah, ma canne, elle est chouette, elle est jolie. Et tu vu ma canne? Elle est très C'est vrai, sympa. elle est jolie ta canne. J'ai pas encore vu la canne d'été. Et du coup, si je résume ce que tu dis, chez Impérial, si on a envie d'aider nos collaborateurs porteurs de handicap ou aidants, des collaborateurs qui, dans leur famille, devraient, accompagner, une personne qui a un handicap, on a intérêt à ouvrir la parole un maximum. Oui, tout à fait. Je pense et puis donner quelque part le cadre, expliquer le cadre du jeu. Qui il faut contacter si on découvre qu'on a, une maladie qui peut causer un handicap et puis surtout montrer à nos collaborateurs à quel point en fait, il y a pas de jugement de la part de l'entreprise, de l'employeur. Voilà, il y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Et puis surtout, ça peut vraiment nous permettre de travailler plus facilement, en fait. En ce qui me concerne, forcément, le fait d'en avoir parlé et d'avoir pu bénéficier d'un jour de télétravail supplémentaire, ça me permet de mieux faire mon travail, en fait. Parce que, ça me permet du coup de pouvoir fractionner entre 2 et de pouvoir encore être performante, en fin de journée. Ce qui ne serait pas le cas si j'étais, sur site, 5 jours sur 5 où clairement à 15 heures, je tomberais comme une mouche. Donc je pense qu'on a beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment expliquer, rassurer et accompagner. Alors j'en profite du coup. Je rappelle que notre référent handicap, c'est Corinne Perron et s'il y a des questions, c'est une très bonne personne pour y répondre. Et puis j'ai une dernière question pour toi, Chloé. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il ou elle est touché, par la sclérose en plaques? Alors, en ce qui me concerne, j'ai eu un cheminement où j'ai d'abord cherché à comprendre ce qu'était cette maladie. C'était important pour moi. Donc je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu, j'ai acheté des bouquins, j'ai regardé des sites internet. J'avais besoin de comprendre, de connaître tous les contours de cette maladie. Ensuite, je suis passée par la phase digestion. Bon, on peut le digérer, c'est plus ou moins long. Je crois qu'il faut accepter en fait, hein, que c'est plus ou moins long. Le temps de digestion, variable selon notre vécu, selon, la gravité de la maladie puisqu'elle a des niveaux différents, sévérité plus ou moins importants et puis ensuite accepter, j'ai envie de dire sereinement. La vie ne s'arrête pas. On a de la chance d'avoir aujourd'hui beaucoup de traitements sur le marché pour justement, calmer un petit peu ce système immunitaire, défaillant et rebelle et finalement,
Il faut pas attendre que l'orage passe, il faut apprendre à danser sous la pluie. C'est Sénèque, si ma mémoire est bonne, qui avait dit ça. Et j'aime beaucoup cette phrase, je pense que c'est important. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. En plus, nous qui habitons dans le nord ou près de Paris, on sait ce que c'est. À un moment donné, si on attend vraiment qu'il fasse beau pour pouvoir sortir et profiter, bon, bah, clairement, on sort 3 fois par an. Donc, je pense que c'est un peu le même sujet. Bon, bah, OK, en ce qui me concerne, par exemple, pour reprendre, l'exemple d'Euro Disney. Alors oui, c'était la première fois du coup que je passais une journée en fauteuil. C'est particulier, ça voilà, c'est les regards sont différents, le regard des autres, vraiment change. En revanche, j'ai eu, la journée où mes enfants ont pas arrêté de dire: «C'est génial que tu sois handicapé!» parce que du coup, on attendait 10 minutes pour chaque attraction et finalement, j'imaginais pas à quel point j'allais les rendre heureux et je me suis dit: «Bah, comme quoi au final, en fait, on peut être agréablement surpris par la manière, dont on va rebondir et ce qu'on va faire de ces choses. Mais je crois que mes enfants, jusqu'à cette histoire, ne m'avaient jamais dit à quel point j'étais géniale. C'était vraiment pas qu'elle me dise ça. Donc finalement, je me dis, voilà, il y a toujours moyen de voir quand même le côté positif et d'apprendre à danser sous la pluie. Merci beaucoup Chloé d'avoir témoigné pour Partenaire de Voix. À Merci. bientôt pour notre prochain épisode. Merci Mélanie. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a inspiré. J'ai hâte de vous retrouver bientôt pour un prochain épisode pour vous faire découvrir des nouveaux projets et des nouveaux talents du groupe Impérial.